En tout cas, merci infiniment Eric et Emeline de m'avoir proposé de participer à cette soirée. J'étais là sur Jeanne d'Arc avec une intervention un peu, comment dire, un peu différente dans la forme. Là, ça va être un peu plus académique. Je suis quand même un peu intimidé de parler devant des gens qui connaissent naturellement bien mieux que moi ces pontificats de Pie XI et de Pie XII, mais enfin, je vais essayer de faire une présentation qui soit, je dirais, la plus complète et possible quant aux différents points de vue. La République, on le sait, est proclamée en 1870 sur les décombres encore fumants du Second Empire. Elle n'aura de véritable institution politique qu'en 1875, après l'échec de la restauration monarchique, en particulier en 1873. Après la mort d'Henri, comte de Chambord, en 1883, la loi proclame en 1884 que la forme républicaine du gouvernement ne peut être remise en cause. C'est toujours d'ailleurs dans les textes applicables, c'est l'article 89 de la Constitution de la Ve République. C'est dans ce contexte, très rapidement évidemment et très grossièrement évoqué, qu'est créé le mouvement d'Action française en 1899, création qui, on le voit bien, est en décalage avec la politique de ralliement, qu'il ne faut cependant pas interpréter de manière trop extensive, politique de ralliement préconisée par le pape Léon XIII dans une lettre encyclique rédigée spécialement en français au milieu des sollicitudes du 16 février 1892, encyclique intervenue, on le sait, après le fameux toast d'Alger du cardinal Charles Lavigerie en novembre 1890. Malgré tout, les relations entre l'Église et l'État étaient plus que houleuses, carrément détestables, si vous me permettez le mot quelque peu familier, la République cherchant à établir un rapport de force à son avantage avec le catholicisme. Proclamation du monopole de l'État sur la collation des grades universitaires, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans cette enceinte, en 1880, spoliation des biens des congrégations avec la fameuse loi sur les associations, et le titre 3 en particulier, la loi de 1901, rupture du concordat, séparation de l'Église et de l'État en 1905, suivi des inventaires en 1906, et j'en passe. Après la Première Guerre mondiale, toutefois, les relations entre Rome et la République se sont apaisées. Il y eut une reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1920-1921, et on connaît tous les lettres du gouvernement d'Aristide Briand du 20 mai 1921. Ce fut donc dans ce contexte quelque peu renouvelé, contexte dans lequel le pape appelait à une collaboration entre les catholiques et les mouvements démocratiques, c'est l'encyclique Ubi Arcana Dei de 1924, que l'action française a été condamnée. Nous verrons successivement, on va prendre un plan chronothématique, tout ce qu'il y a de plus classique, les raisons de la condamnation dans un premier temps, les soubassements politiques éventuels dans un deuxième temps, et enfin, les circonstances de la résorption de cette crise. Ce sera donc la troisième partie. Non licet, les raisons de la condamnation. La condamnation de la F par le Saint-Siège n'est pas un cas unique, puisque ce fut aussi, on le sait bien, le cas du sillon de Marc Sangnier par le pape Pie X. Je dis Pie X, pas parce que je ne veux pas dire Saint Pie X, mais parce qu'en l'occurrence, en 1910, il n'est pas encore canonisé. Bon, donc par le pape Pie X, c'est Pie XII qui le canonisera, exactement. Le 25 août 1910. Cependant, les raisons de la condamnation du sillon et de l'Action française ne sont pas les mêmes. Il est donc nécessaire de décrire le processus ayant mené à la condamnation, premier point, puis essayer d'analyser les fondements doctrinaux. Ce sera le deuxième point, fondements doctrinaux du point de vue du magistère de l'Église, puisque la deuxième partie, vous l'avez entendu, elle va porter plus sur les enjeux politiques. La préparation et la proclamation de la condamnation. Les critiques catholiques de la F
n'ont guère varié dans le temps. L'une des plus connues fut celle de l'abbé Jules Pierre dans son opuscule « Les nouveaux défis de l'action française à la conscience chrétienne », paru à Paris en 1913. Il y dénonçait d'une part l'athéisme de Maurras et d'autre part son estime pour un certain nombre de penseurs et d'auteurs non chrétiens. Maurras lui répondit dans un ouvrage « L'action française et la religion catholique », publié donc la même année en 1913. Il y précisait donc deux choses, que d'abord son agnosticisme, en raison d'une crise personnelle l'ayant frappé, la surdité qui l'a atteint à l'âge de 14 ans, son agnosticisme donc, et non pas son athéisme, était personnel et non une position officielle de l'Action française. Et puis ensuite, il précisait qu'il se nourrissait d'éléments puisés chez des auteurs assez variés, Proudhon, Renan, Comte, Sainte-Beuve, entre autres, sans pour autant tout approuver chez eux. Il n'en demeure pas moins que la congrégation de l'Index condamna plusieurs livres de Maurras le 26 janvier 1914. Le pape Pie X approuva le texte du décret le 29 janvier, mais il en suspendit la publication à un moment plus propice. Son successeur, le pape Benoît XV, fit de même. La vindicte contre l'AF reprit après la Première Guerre mondiale. C'est l'avocat Fernand Passelec qui publia une série d'articles en septembre 1925 dans la Libre Belgique, qui reprit donc le flambeau de l'attaque, articles qui furent repris dans un volume intitulé « Pour bien connaître le système de Charles Maurras », publié donc à Bruxelles en 1925. L'angle d'attaque était une nouvelle fois l'agnosticisme de Maurras, qui aurait une incidence sur la pensée politique de l'Action française. Mais le texte le plus important me semble être celui du cardinal de Bordeaux, une lettre du cardinal Paulin-Pierre Andrieux, archevêque de Bordeaux, datée du 25 août 1926, en la fête de Saint-Louis, et publiée le 27 août dans l'Aquitaine, semaine religieuse du diocèse de Bordeaux. Ce texte, approuvé par le pape Pie XI dans une lettre publique du 5 septembre, constitua un tournant. En effet, il s'agissait d'un véritable acte d'accusation, non plus seulement contre certains écrits de Maurras, mais contre l'AF tout entière. Maurras répondit au prélat le 2 septembre. On sait aussi que Monseigneur Alfred Baudrillard, recteur de l'Institut catholique de Paris, fit valoir au pape, qui le reçut le 6 septembre, que la défense de Maurras n'était peut-être pas sans fondement. Mais le processus était enclenché et son résultat apparemment inéluctable. L'utilité politique et le courage physique des militants de l'Action française contre le laïcisme, on se souvient de cette ignominie que furent les inventaires, ne furent pas à l'évidence jugés suffisants. Pie XI demanda au Saint-Office, je vous rappelle que l'index y avait été rattaché en 1917, donc de réexaminer les publications de l'Action française pour les confronter avec le magistère et notamment d'ailleurs sa propre encyclique Quas Pribas de 1925 qui proclamait la royauté de Jésus-Christ. À quelques jours de la condamnation officielle, les dirigeants de l'AF publiaient un article le 15 décembre 1926 dans lequel ils affirmaient leur respect pour le pouvoir direct et indirect du pape. Cela n'eut aucun impact. La conviction s'était dégagée que l'AF avait mis en place un système d'influence subordonnant l'obéissance ecclésiale à une stratégie politique. Le décret du Saint-Office du 19 décembre 1926, publié avec l'approbation expresse de Pie XI, mit plusieurs ouvrages de Maurras à l'index, donc Le chemin de paradis, Antinéa, Les amants de Venise, Trois idées politiques et L'avenir de l'intelligence, et prohiba la lecture de l'Action française. La condamnation de 1926 était présentée par sa double date comme la mise à exécution publique d'une décision doctrinale arrêtée par Pie X. Or, tout de même, le texte de 1914 ne visait que certains livres de Maurras, tandis que celui de 1926 étendit la condamnation au journal et, par voie de conséquence, au mouvement politique. Alors, quels furent les fondements doctrinaux de la condamnation ?
Le cardinal Andrieux reconnaissait que tous les hommes étaient libres de, je cite, « rechercher la forme de pouvoir la mieux adaptée au tempérament de leur pays » et que l'Église catholique, même depuis le ralliement, n'imposait pas de préférence, je cite, au sujet de la forme de gouvernement. Mais il reprochait à l'AF d'empiéter sur le domaine de compétence de l'Église, de prendre position sur des questions qui relevaient, je cite, directement du magistère ecclésiastique. Or, dans ces domaines, les dirigeants de l'AF commettraient de, je cite, graves erreurs. Alors, quelles étaient ces erreurs ? 4 thèmes peuvent être dégagés. Premièrement, le naturalisme et le positivisme. Deuxièmement, le machiavélisme politique. Troisièmement, la conception utilitariste de la religion, confinant au paganisme. Et enfin, quatrième point, l'esprit de révolte contre l'autorité ecclésiastique. Le naturalisme et le positivisme. Bon, le naturalisme politique de l'AF ferait de la nation et de la patrie des absolus au mépris de la primauté des fins surnaturelles de l'homme. Le caractère autonome et autosuffisant de la cité maurassienne conduirait à un affranchissement de la morale. L'homme et la société seraient régis, je cite le cardinal Andrieux, par des lois physiques qui excluent la moralité puisqu'elles empêchent l'exercice de la liberté. Ainsi, l'intérêt que Maurras portait pour Auguste Comte ne signifiait pas qu'il adhérait en tout point à sa pensée, mais cela permit de le mettre en défaut. Il faut bien le dire que Auguste Comte, c'est peut-être pas non plus la référence qu'on préfère. Bien, la loi contienne des 3 États conduisit Maurras à penser que la monarchie pouvait être admise y compris par des agnostiques comme lui, voire des athées. Cela permit de prétendre qu'il entendait exclure la théologie de l'ordre social, la morale de la politique. Et comme Comte s'était fait le parangon d'une religion de l'humanité, cela permit de dire que Maurras admirait un auteur qui rejetait Dieu fait homme, d'homme de l'incarnation naturellement, au profit d'un homme qui se proclamait Dieu. Le cardinal Andrieux insistait d'ailleurs sur les attaques contre la divinité de Jésus-Christ dans Antinéa. Deuxième point, donc deuxième axe de la critique, le machiavélisme. L'AF promouvrait, je cite encore une fois, une raison d'État qui serait supérieure à toute considération de justice et de moralité. La pseudo-morale de l'AF ne prêcherait comme vertu que la force. Troisième axe, l'AF aurait une conception utilitariste de la religion, le catholicisme étant perçu comme un instrument au service de la cohésion du corps social et non comme la vérité révélée. Le catholicisme était donc relativisé et la religion conçue à l'instar des cultes antiques comme une orthopraxie. D'où l'accusation de paganisme, je cite Andrieux, organisation sociale toute païenne. Catholique par culture, par calcul, pas par culture, le lapsus. Bon, c'est pas grave, ça me fait rire, moi. Non, catholique par calcul et non par conviction, les dirigeants de l'AF, j'ai marqué l'AG, ça c'est mon côté gauchiste, bon, les dirigeants de l'AF espèrent se servir de l'Église, mais ils ne la servent pas, j'ai encore une fois cité Andrieux. Quatrième axe d'attaque doctrinale contre l'AF, un esprit de révolte contre l'autorité ecclésiastique par des atteintes répétées à l'autorité de l'Église en général, attaque contre des clercs, et le Saint-Siège en particulier, traduisant, autrement dit, une tendance au gallicanisme. Ce n'était donc pas, du moins directement, le monarchisme et le nationalisme qui étaient dénoncés. Mais le modèle de politique intégrale, si vous me permettez cette expression, dissocié d'une référence théologale. Il est toutefois nécessaire de préciser que le décret de 1926 ne donna aucune précision sur ce que l'Église considérait comme condamnable dans les publications de l'AF. Il est vrai que cela aurait sans doute obligé de dire, ne serait-ce qu'en creux, ce qui relevait de la prudence et du libre choix des fidèles, et donc d'affaiblir les positions de la démocratie chrétienne en lui retirant l'argument d'autorité implicite de représenter la position catholique en matière politique. C'est là que l'on en arrive évidemment à l'aspect politique de la question, la deuxième partie, non possumus.
les soubassements de la condamnation. L'entremêlement des aspects doctrinaux et politiques de l'affaire conduit à s'interroger sur, d'un côté, la difficulté d'interprétation de la condamnation, ce sera le premier point, et puis les possibles objectifs sous-jacents de celle-ci. La difficile interprétation de la condamnation. La condamnation de la F entraîna un déchirement dans le monde catholique. Il y eut à peu près toutes les positions, toutes les attitudes, depuis l'approbation, en passant par l'obéissance avec regret, la résistance passive et enfin la désobéissance ouverte. Ceux qui refusèrent de se soumettre endurèrent de dures sanctions. Un décret de la Sacrée Pénitencerie Apostolique, c'est une juridiction de Rome, c'est une des juridictions du Saint-Siège avec la Rote, etc. Bon, la Sacrée Pénitencerie Apostolique publia donc un décret en mars 1927 qui précisait que les fidèles qui persistaient à soutenir la F étaient des pécheurs publics et encouraient des sanctions spirituelles graves, privation des sacrements de pénitence, de communion, d'extrême-onction, privation d'obsèques religieuses, privation de la possibilité d'être parrain ou marraine d'un baptisé. Naturellement, les dirigeants de l'AF refusèrent de se soumettre. Leur position a notamment été exprimée dans le fameux article Non possumus, dont on dit qu'il a été essentiellement rédigé par Léon Daudet, publié le 24 décembre 1926 à la une du journal. Dans le fond, il répondait aux critiques que l'on vient d'exprimer, que je viens d'exposer, notamment issues en particulier du texte du cardinal Andrieux. Ces critiques, cette réponse, plutôt, elle portait sur 4 points. Premièrement, à la question du primat du politique. La F se disait soulagée d'être lavée du, je cite, péché de monarchie, mais elle maintenait son politique d'abord, car il ne signifiait pas qu'elle plaçait la politique avant la religion, mais plus simplement, d'une certaine manière, d'un simple point de vue chronologique, comme un moyen qui est employé avant le but et pour toucher au but. Deuxième réponse, l'approche sociologique de la religion n'exclut pas la foi. La F déclarait s'inscrire dans la continuité du syllabus de Pie IX de 1864, était affirmé que Maurras subordonnait bien la sociologie et la politique à la morale. Troisième réponse, la dénonciation des insuffisances dans l'Église n'équivaut pas à un rejet de l'Église. Je reprends ici une formule que je trouve assez élégante de Michel de Saint-Pierre. L'infaillibilité pontificale ne s'étendait pas aux questions politiques. En condamnant la F, le pape aurait été mal informé et aurait été instrumentalisé. Car la F a contre elle, je cite, « la petite bande haineuse des démocrates chrétiens ». Dès lors, la condamnation ne pouvait avoir pour but que, je cite encore, d'engager les catholiques à s'unir sur le terrain républicain. Enfin, quatrième et dernier point essentiel de la réponse, la patrie terrestre n'exclut pas la patrie céleste, elle peut même faire être un vecteur vers elle, et la visée de la patrie céleste ne délégitime pas la défense de la patrie terrestre. En conséquence, les dirigeants catholiques de la F affirmaient la légitimité de résister au pape pour ne pas commettre le crime et le péché de parricide. Et cette phrase est remarquablement intéressante et importante, et donc je la cite explicitement, en refusant nous ne pouvons cesser d'être bons catholiques, en obéissant, nous cessons d'être bons Français. Avec le décret de 1926, donc Pie XI entendait affirmer qu'aucune construction politique, même favorable à l'Église, même non hostile à l'Église, ne pouvait s'édifier sur la négation de la souveraineté du Christ. Sa position s'inscrivait dans la trajectoire de l'intransigeantisme face au modernisme inauguré par Pie IX. Ses positions doctrinales étaient d'ailleurs claires. Condamnation du libéralisme, Quadragesimo Anno, 31. Condamnation du fascisme, non abbiamo
Bisogno, 1931 aussi, condamnation du nazisme, Mitbreder Sorge, 37, et condamnation du communisme, Divini Redemptoris, 37. Quid dès lors de la mise à l'index des journaux propageant ces idéologies qui pouvaient tout autant, et peut-être même plus que la F, influencer, capter et fourvoyer des fidèles catholiques. Tout à l'heure, on a évoqué le journal de Blum, le Populaire, ou le journal de Jaurès, l'Humanité. La position de Pie XI ne se contentait pas de mettre en garde les catholiques contre les écrits de Maurras, écrits discutables d'un point de vue doctrinal. Cette décision délégitimait un mouvement politique alors que l'option monarchique relevant de la prudence était parfaitement légitime et discréditait un journal dont nombre d'articles portaient sur des sujets qui ne relevaient en rien de la compétence ecclésiastique. Le problème n'était pas que la pensée de Maurras fût discutable et contestable, son contisme en particulier, vous allez dire que j'ai vraiment une dent contre ça, mais enfin bon, passons. Le problème, c'était, vous remarquerez que je n'ai pas fait d'allusion aux querelles dynastiques. La classe. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je précise que je n'en parle pas, justement pour pouvoir le dire. Bon, mais indépendamment de ça, donc le problème n'était pas de savoir si la pensée de Maurras, elle était discutable et contestable. Le problème, c'était que, premièrement, d'autres courants politiques étaient autant, voire plus contestables que l'AF en tant que doctrine, et d'autre part, que d'autres mouvements avaient intérêt à l'affaiblissement de la F. Autrement dit, la condamnation pouvait être suspectée de n'être qu'un moyen dans une stratégie plus politique que doctrinale. Et on en vient donc au deuxième point. Les possibles objectifs sous-jacents de la condamnation, ça va être relativement rapide. Deux domaines peuvent être distingués, la politique intérieure française et puis la politique européenne. Bon, pour ce qui est de la politique intérieure, la F a en grande partie fait échouer, on le sait, la politique de ralliement de Léon XIII, renouvelée par Pie XI. L'inquiétude du cardinal Andrieux était l'influence que la F pouvait avoir sur la jeunesse. Il contestait à celle-ci le droit d'instruire des élèves, ce qui s'entend parfaitement. On attend, n'est-ce pas, que les directions diocésaines retirent la qualité d'établissement catholique à un certain nombre d'établissements aujourd'hui. Bon, donc, en tout cas, le cardinal Andrieux, lui, contestait le droit de l'AF d'instruire des élèves. Il qualifiait les militants, c'est très intéressant, il qualifiait les militants, je cite, de disciples, et il rappelait que Maurras était appelé maître. La condamnation de l'AF put avoir donc pour but de tuer la concurrence au profit des mouvements de la démocratie chrétienne. Au niveau de la politique européenne, bon, on le sait, le pape Pie, j'ai pas marqué le numéro, mais c'est Pie XI, s'était réjoui que la France, sous le gouvernement Herriot, le même individu qu'on a évoqué tout à l'heure, ait évacué la Roure, et il a approuvé les accords de Locarno, voulus par Aristide Briand, en octobre 1925, visant à garantir les frontières des États. Il est clair que le pape préférait la politique pacifiste de Briand à la propagande anti-germanique et peu ou prou belliciste de l'action française. Bon, mais finalement, vous le savez, la condamnation a été levée. Nihil obstat la résorption de la crise. L'échec politique de la condamnation fut flagrant, ce sera le premier point. Il n'empêche que la levée de la condamnation ne put intervenir qu'après un acte de soumission de la part de l'action française, ce sera le second point. L'échec de la condamnation. D'aucuns ont relevé le décalage entre la clarté doctrinale de Pie XI, on a évoqué un certain nombre de ces encycliques, et l'efficacité politique, tout de même quelque peu relative, de ces prises de décision. La démocratie chrétienne a été incapable de juguler la montée en puissance du socialisme dans ses versions nationalistes et internationalistes. Le Zentrum allemand n'a pas empêché l'accession d'Hitler à la chancellerie en janvier 1933, et même, il a voté en mars de la même année la loi des pleins pouvoirs, dite loi d'habilitation. La condamnation de l'AF a affaibli la force politique
en capacité et en volonté de résister au totalitarisme. C'était explicitement l'analyse de Pie XII qu'il confia à Edmond Michelet. Je passe sur l'individu. L'AF aurait pu constituer un rempart en face du nazisme et du communisme. Je cite la phrase que Michelet rapporte que Pie XII lui aurait dite. Alors, bon, il y a donc eu une levée de la condamnation. Quelles furent ces étapes? Le cardinal donc Pacelli, secrétaire d'État, futur Pie XII, tout le monde est au courant ici quand même, eh bien, reçut Henri Massis en 1935, venu plaider la cause de Maurras. Le pape Pie XI reçut Robert de Boisfleury à la Pâque 1937. Ainsi, 10 ans après la condamnation, les relations entre l'AF et le Saint-Siège se décrispèrent. Mais l'AF refusait de produire une reconnaissance de culpabilité en faisant une demande d'absolution que le pape exigeait. Cependant, le 3 septembre 1938, Monseigneur Ottaviani, toujours dans les bons coups, lui, le Monseigneur Ottaviani, substitut du Saint-Office, écrivait au nonce en France qu'il fallait distinguer, c'était une private joke pour ceux qui comprennent, qu'il fallait donc distinguer deux choses dans le décret de 1926. D'une part, les livres de Maurras, et d'autre part, le journal qui pouvait voir la sanction le concernant modifiée. Le nonce répondit que, selon lui, le moment n'était pas venu de procéder à un tel geste. Il n'en demeure pas moins que, peut-être à l'instigation du cardinal Pacelli, le comité directeur de l'AF signa une lettre le 20 novembre 1938 destinée au pape et au Saint-Office, demandant la révision de la décision pontificale. C'est ainsi que le 10 juillet 1939, alors que Pie XII était pape depuis à peine quelques semaines, le Saint-Office leva l'interdiction qui frappait le journal, tout en maintenant les livres de Maurras à l'index. Ce n'était donc pas une réhabilitation complète, mais Pie XII en revenait tout simplement à la position de Pie X. La levée de la condamnation fut possible grâce à une lettre en date du 19 juin 1939, dans laquelle, outre l'expression de regret quant aux excès de forme dans l'expression de certaines idées, le comité directeur de l'AF faisait acte de soumission. Je cite, « Pour ce qui regarde la doctrine, tous ceux d'entre nous qui sont catholiques, en réprouvant tout ce qu'ils ont pu écrire d'erroné, rejettent complètement tout principe et toute théorie qui soit contraire aux enseignements de l'Église catholique, enseignements pour lesquels nous professons unanimement le plus profond respect. » Et un peu plus loin, les justes motifs de prohibition ayant j'ai oublié le A. Les justes motifs de prohibition ayant, ce nous semble, cessé d'exister, celle-ci, donc la prohibition, pourrait légitimement tomber à son tour. Texte de soumission, il faut quand même bien le dire. Je sais que ça ennuie un peu les militants d'AF, mais enfin, tout de même. Mais enfin, texte de soumission qui est tout de même très évasif, qui n'évoque aucun élément précis de doctrine et qui n'évoque évidemment pas ni la monarchie, ni la nation, ni le monarchisme, ni le nationalisme. À la fois, l'honneur de l'AF était sauf, et Pie XII pouvait revenir sur la décision de Pie XI sans à le contredire directement, ouvertement. Toutefois, sans doute dans le but de rassurer la République, un article non signé, mais dont le contenu aurait été soumis au pape, paru le 24 juillet 1939 dans l'Observatore Romano. Cet article indiquait que la levée des sanctions contre l'AF ne changeait pas les directives données par Léon XIII aux clercs et aux fidèles catholiques quant au ralliement. Alors, comment conclure ? J'aurais envie de vous dire, depuis, les choses n'ont pas forcément beaucoup changé. On voit bien qu'il y a toujours, au sein de l'Église, une friction entre ceux qui défendent plutôt une position, j'allais dire régaliste, une position thomiste, et puis une appréciation un peu augustinienne. Bon. Et puis, deuxièmement, il y a toujours, et c'est même quasiment le même débat aujourd'hui, à propos de la question de l'articulation de la question
de l'identité nationale et du catholicisme. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'ouvrages ou d'articles polémiques autour de cette question. Décidément, eh bien, on n'en est pas sorti et l'histoire peut être instructive pour notre comportement présent. Je vous remercie infiniment. Oui. On a programmé cette intervention pour vous parce qu'on était sûr que vous alliez poser des questions. Oui, mais moi j'ai donné toute ma science là, donc ça y est, je n'ai plus rien à dire. Justement, c'est pour ça qu'on va t'interroger. Voilà, pour que je sois piégé. Mais non, regarde, il y a une charmante jeune fille qui a levé la main. Non? Non. Non. Pas de questions? Oui. Personnellement, vous en pensez quoi de la F? Je continuerai à aller faire des conférences, même si vous ne connaissez rien aux règles de dévolution du trône. Facile, pirouette. Facile, là, vraiment, limite décevant.